Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous sur un thème résolument d'actualité, à savoir comment prendre soin de soi dans un environnement toujours plus complexe, dynamique et chahuté que jamais. Je suis Isabelle Aubrèche, directrice associée au sein de Valtus, leader français et européen du management de transition, et je suis accompagnée aujourd'hui de Hugues Fourreau, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Alors Hugues, tu es un observateur et un acteur du monde des grandes entreprises depuis maintenant plus de 25 ans dans les secteurs de la banque, assurance, comme Allianz et la Société Générale. Tu as exercé dans des fonctions IT, RH et de transformation des organisations dans des rôles d'expert, de manager et de dirigeant. Tu es aujourd'hui coach certifié au sein de la Société Générale et tu accompagnes les dirigeants ainsi que leurs équipes dans leur développement et le développement de leur organisation. Tu es également président et cofondateur de Agir sans peur qui propose aux entreprises d'apprendre aux équipes à reconnaître et à réguler leurs émotions pour plus d'épanouissement et de performance. Ta grande curiosité t'a mené à te former à la Gestalt thérapie, la régulation émotionnelle, le mode opératoire d'excellence, le management par les valeurs, la logothérapie, qui est une thérapie par le sens, et le process work, qui est une méthode de résolution des conflits en collectif. Alors, tous ces outils sont au service d'une même passion qui t'anime, à savoir comment révéler le sens dont chacun est porteur, comment faire grandir l'humain, et ce dans un contexte où nos actions sont dictées par toutes sortes d'impératifs et des incertitudes, souvent en lien avec le contexte économique, social, environnemental, politique dans lequel nous vivons. Alors justement, Hugues, quelles sont les conséquences de ces contextes d'incertitude sur nos fonctionnements, tant individuels et collectifs? N'est-ce pas au fond un mythe que de croire qu'il existe des solutions à la portée de tous pour favoriser notre plein épanouissement dans un monde chahuté? Alors avant de te céder la parole, Hugues, sachez que ce webinaire se veut interactif. Donc posez toutes vos questions au fur et à mesure sur le chat qui est à votre disposition et je ne manquerai pas de les poser à notre interlocuteur en retour. Hugues, je te cède la parole. Merci Isabelle pour cette présentation, cette introduction sur effectivement un thème qui me passionne. On va parler d'incertitude et je vais essayer de démontrer effectivement qu'on peut prendre soin de soi effectivement dans ce contexte compliqué qui vient nous chahuter à titre individuel et collectif. Alors je lis beaucoup et j'ai lu récemment un livre de Ardon Mindel qui est créateur de Process Work dont tu viens juste de parler. Process Work étant un processus qui permet effectivement d'aller au contact des tensions, des conflits dans un groupe et de pouvoir faire émerger, trouver des solutions en allant au contact plutôt que de le fuir ou de le mettre de côté. Et il commence son livre qui s'appelle L'art martial du leadership par cette phrase, ce constat qui est pour moi un paradoxe effectivement de notre société. Une situation mondiale émergente, une planète dont les habitants savent mieux comment envoyer une fusée dans l'espace que comment s'entendre tous ensemble. Et le paradoxe, c'est comment on a cette intelligence incroyable, effectivement, cette technicité incroyable, et en même temps, comment on a pu aussi peu investir dans nos interactions humaines, comment nous échangeons les uns avec les autres, comment nos comportements, effectivement, influent les comportements des autres et comment le comportement des autres influe mon comportement. Or, une grosse partie de nos difficultés aujourd'hui, pour moi, viennent effectivement de ces sujets de relations des uns avec les autres, de relations de moi aussi avec mon environnement. Donc, on a très peu investi le champ relationnel quelque part, alors qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une ressource pour moi, en tout cas, très importante. Alors, parlons du contexte, on a parlé, qui est quand même très compliqué, je ne vais pas revenir dessus, mais peut-être qu'il y a quatre, pour moi, dynamiques importantes qui sont passées ces dernières années. La mondialisation, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas récent, mais ça a créé effectivement une complexification extrême pour les organisations. Le court-termisme, je ne vais pas aussi non plus faire de dessin sur le court-termisme, tout doit aller très vite aujourd'hui, on est dans l'injonction, on est dans la rapidité, on est dans l'action-réaction, dans l'immédiateté. Les réseaux sociaux sont là aussi pour nous l'illustrer au quotidien. La financiarisation aussi, je pense que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans une attention extrême à nos résultats, notre rentabilité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, toutes les grandes entreprises sont évaluées tous les trimestres
elles sont mises sous le feu des projecteurs, elles doivent effectivement rendre compte en permanence, expliquer pourquoi ça a varié, etc. Digitalisation, là aussi c'est un mouvement effectivement qui n'est pas tout à fait récent, mais on voit bien que la digitalisation va entraîner un changement dans la relation effectivement aux clients, pour une entreprise, mais également entre les personnes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on est en train de digitaliser une partie de nos relations. Et ça a aussi des conséquences. Et ça a notamment des conséquences sur le niveau de stress, j'imagine, puisque a priori, on a aujourd'hui 44% des salariés qui seraient en situation de détresse psychologique du fait de ce climat d'incertitude, du fait de ces facteurs. Et parmi ces salariés, le plus fort taux de détresse, on le retrouve au sein de la communauté des managers, à hauteur de 52%. Tout à fait, les managers et puis les jeunes qui ont été très impactés par la crise du Covid. On a à peu près 59% des jeunes sont en situation de détresse psychologique. Donc, on a un environnement effectivement qui chahute. Alors, ces 4 dimensions, mondialisation, court-termisme, financiarisation, digitalisation, qui font partie de notre quotidien quelque part, eh ben, vous avez entendu parler de ces acronymes VUCA, certainement, volatile, incertain, complexe, ambigu. Ça a été créé en 1980 par l'armée américaine, donc ils étaient quand même très visionnaires quelque part, parce que ça s'est réalisé complètement. Et tant et si bien qu'il y a un nouvel acronyme qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle BANI, pour dire que le monde VUCA est passé. Et le monde BANI, ça veut dire quoi? Alors, c'est moins intuitif en français, parce que le B veut dire brittle, veut dire fragilité. Fragilité du monde dans lequel qu'on vit. Le A veut dire anxieux, donc générateur d'anxiété, cette fragilité. Le N veut dire non linéaire. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est entré dans un monde, quelque part, où il y a une disproportion entre les causes et les effets. C'est-à-dire, quelquefois, des petites causes vont produire des gros effets. À l'inverse, quelquefois, on peut faire beaucoup de choses, s'investir énormément et puis avoir peu d'effets. Et puis, quelquefois, il y a un temps long entre la cause et les effets. On voit bien avec la planète, c'est-à-dire qu'on fait un certain nombre de choses, effectivement, on exploite effectivement la planète et à un moment donné, on a un retour de boomerang, mais qui peut être 10 ans, 20 ans après. Or, dans une approche court-termiste, on va s'attendre à ce que l'effet suive la cause rapidement. Or, on a des effets. Et l'autre chose aussi importante de la non-linéarité, c'est que les effets produisent eux-mêmes des causes. Vous voyez, il y a un côté de rétroaction et qu'on a tendance à sous-estimer. Je l'illustre, c'est-à-dire que mon comportement impacte les comportements des personnes autour de moi, les comportements des gens autour de moi impactent mon comportement, et ainsi de suite, dans des chaînes effectivement interactionnelles. Donc, vous voyez, VUCA, c'était un monde imprévisible. BANI, c'est devenu un monde chaotique. Alors, qu'est-ce que ça génère, ce contexte d'incertitude, etc. Ça va faire qu'on va perdre nos repères. Là où on a l'habitude à maîtriser les choses, à contrôler les choses, on se dit, mais sur quoi je peux m'appuyer? Quel va être mon job demain? Qu'est-ce qui va se passer? On subit des transformations effectivement importantes dont on ne mesure pas forcément les conséquences. Donc, ça va générer effectivement ce qu'on appelle, ça va nous déséquilibrer et générer de l'incertitude. Et l'incertitude va générer effectivement une sorte d'anxiété, quelque part de stress, voire de peur. J'ai pris effectivement 2 personnes très différentes. De Musset déjà disait l'incertitude est de tous les tourments le plus difficile à supporter pour l'homme. Et Christophe André, psychiatre, disait que l'anxiété est comme une sorte d'allergie, d'intolérance à l'incertitude. C'est-à-dire que l'être humain, dans la façon dont on est construit effectivement, on n'aime pas l'incertitude, quelque part. Ça va générer du stress. Et je voudrais, et ce que je fais souvent dans les conférences, c'est déculpabiliser. C'est-à-dire que nous réagissons tous au monde d'une façon particulière, singulière quelque part, et nous ne choisissons pas d'avoir peur. Nous ne choisissons pas d'être anxieux. Nous ne choisissons pas d'être stressés. Il se trouve que dans notre relation à un moment donné, à notre environnement, effectivement, ça va déclencher chez moi une réaction, qui est un message, une information, mais je ne la choisis pas. Ça échappe à ma volonté et à la conscience. Donc déjà, je dis souvent aux gens, c'est-à-dire que voilà, ne jugez pas les réactions émotionnelles, le stress, les peurs des uns et des autres. On est des humains, on réagit d'une certaine façon. Si on réagit de cette façon, c'est parce qu'à un moment donné, on a l'impression que la situation exige de nous des changements et que nous n'allons pas être capables d'y répondre de façon satisfaisante. D'où le stress, d'où la peur, d'où l'anxiété, dans ce décalage-là. Et souvent, effectivement, on a des techniques d'évitement pour fuir ces émotions, enfin en tout cas la réalité de ces émotions qui nous envahissent. Tout à fait. On a, dans notre éducation, souvent, on va revenir, mais ce n'est pas forcément, c'est culturel aussi,
c'est qu'on a tendance effectivement quelquefois à vouloir maîtriser ses émotions, c'est-à-dire ne pas les exprimer. D'accord. Souvent, effectivement, je prends souvent l'exemple d'un enfant, on va dire, écoute, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Ça ne se fait pas de se mettre en colère, mais au bout d'un moment, l'enfant, il s'adapte et il enfouit sa colère, elle ne va pas être exprimée, mais elle va être ressentie intérieurement en permanence, quelque part à l'intérieur de lui. Hugues, je me permets de te couper. Il y a Frédéric qui pose la question, notamment sur l'acronyme BANI, le I de BANI. Ah, pardon. Qui oui. Signifierait… incompréhensible, pardon. C'était un mot, je ne sais pas pourquoi je l'ai évité, ça va être certainement. Oui, donc brittle, fragilité, anxiété, non linéaire et incompréhensible. Donc, vous voyez, c'est un monde chaotique, en fait, qui est décrit. Donc, perte de repères, perte de maîtrise, qui vont générer des peurs, d'anxiété, du stress. Et en même temps, de nouveau un paradoxe, on n'a pas du tout été formé pour évoluer dans ce contexte-là. À l'école, on nous a appris des choses linéaires. On nous a appris qu'une cause produisait un effet. Donc, A produit B, B produit C, etc. On nous a appris à évoluer dans un monde, effectivement, qui était plutôt simple, voire compliqué, mais pas complexe. On ne nous a pas appris à gérer des paradoxes, en tout cas la plupart d'entre nous, on n'a pas appris à l'école à gérer des paradoxes et à gérer des dilemmes. Or, nous sommes entourés de paradoxes et de dilemmes. Ça veut dire qu'on a plusieurs choix possibles. Ça peut être des choses bien, ça peut être des choses pas bien, mais à un moment donné, il va venir se tendre une décision entre plusieurs choses dont j'ai du mal effectivement à décider. Donc la première chose, c'est de prendre conscience que ce contexte a évolué et il a évolué finalement de façon pernicieuse dans le sens à évoluer doucement. C'est comme la métaphore de la grenouille qu'on met dans l'eau froide. On monte l'eau tout doucement et puis elle ne s'aperçoit pas que la température monte jusqu'à un moment donné où c'est trop tard. Et en fait, on a ce mouvement effectivement continu d'un monde qui évolue sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je ne me rends pas compte que le contexte bouge? J'ai tendance à vouloir faire toujours la même chose, ce que j'ai appris. Donc, je vais vous prendre un exemple simple. Imaginons que vous êtes dans l'eau, vous avez un courant qui vous porte, vous nagez, tout est simple, etc. Vous avez votre but en face. Et puis, vous regardez votre but en disant, bah, c'est là où je dois aller. Et puis, tout d'un coup, le courant, il change de sens. Il arrive sur le côté, vous ne vous en rendez pas compte. Et tout d'un coup, vous commencez à dériver. Mais vous regardez toujours votre objectif, donc vous commencez à faire un zigzag, comme ça, et puis à faire plus d'efforts, et puis à regarder l'objectif, il faut que j'y arrive, etc. Et on commence à se fatiguer, quelque part. Et c'est un peu ça ce qui se passe. On ne se rend pas compte que le courant a changé. Et souvent, le courant, il va à l'encontre, effectivement, de notre mouvement. C'est un mouvement inverse. Et c'est là où on va se fatiguer énormément. Donc, tout le travail, effectivement, c'est prendre conscience du contexte dans lequel est. Mon contexte a évolué. Ça nécessite effectivement de faire les choses différemment. Si je continue à faire la même chose, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un peu plus fort et je vais me fatiguer. Et je vais m'épuiser. Et c'est là où les organisations ont un vrai travail, effectivement, de transformation, d'évolution. C'est qu'aujourd'hui, si on regarde le mode de management dominant, il a évolué, mais pas tant que ça dans ses fondamentaux. On reste dans des organisations qui sont très hiérarchiques, qui sont très pyramidal, avec beaucoup encore de ce qu'on appelle le command and control. Pourquoi? Parce que l'environnement étant stressant à l'extérieur, les entreprises, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Se protéger, donc mettre du contrôle quelque part, pour se rassurer d'une certaine façon. Mais en faisant ça, effectivement, on continue à faire comme avant et à pas forcément trouver toujours les solutions les plus adéquates ou celles qui vont nous permettre effectivement d'avancer rapidement parce qu'il y a un sujet aussi d'efficacité. Je me permets une question, peut-être que c'est d'actualité à ce moment du webinaire, de Philippe. Les outils législatifs, formation, délégation de pouvoir sont-ils adaptés et contemporains pour les managers Tout à fait. C'est une très bonne question, on va l'aborder. Je crois que dans un monde comme ça, aussi incertain, chaotique, il faut utiliser, mobiliser les ressources de chacun. Il est illusoire de penser que, en tant que responsable, effectivement, je puisse tout maîtriser, je puisse connaître tout, je puisse tout comprendre. Ça, c'est effectivement le leader omniscient dans lequel, effectivement, on a encore été, en tout cas, moi, j'ai été formé, quelque part dans les écoles, en disant, voilà, aujourd'hui, c'est plus possible de tout maîtriser. Donc, il est important pour moi, effectivement, de pouvoir s'appuyer
sur les compétences, les capacités de tout un chacun et de tous les collaborateurs. Et donc, ça passe par un mouvement. Je pense que c'est le sujet principal de l'organisation, c'est comment je redonne à chacun un périmètre de responsabilité qui est pour moi, qui va avec de l'autonomie forcément. Donc, comment effectivement j'installe un mouvement de ce qu'on appelle la subsidiarité. Et vous voyez qu'il y a un mouvement, un changement profond. Pourquoi? Pour moi, la subsidiarité, ce n'est pas de la délégation. La subsidiarité, c'est que je suis conscient en tant que leader que les gens de mon équipe sont mieux à même que moi de décider. C'est une croyance. Parce que si je garde la croyance que je suis mieux à même que lui de décider, mais bon, je délègue parce qu'on m'a dit qu'il fallait déléguer, que ça faisait bien, ça ne va pas changer fondamentalement. Par contre, si je suis vraiment convaincu qu'ils sont mieux à même que moi de décider parce qu'ils sont plus proches du terrain, parce qu'ils connaissent mieux le sujet, parce qu'ils sont en contact des clients, ils connaissent mieux le contexte que moi. Moi, je suis en centrale, eux, ils sont sur le terrain, etc. Ben, ils vont prendre de meilleures décisions que moi. Ils vont savoir s'adapter. Et je fais le pari de l'intelligence. Je fais confiance a priori, parce que j'ai recruté quand même des personnes. Je pense qu'elles sont formées, ou je les forme si elles ne sont pas formées. Mais, voilà. Et donc, je pense que effectivement, le challenge aujourd'hui, et ce qui est certainement l'élément le plus fédérateur de l'organisation, c'est de développer la responsabilité, la responsabilisation de tous les collaborateurs, le plus possible. C'est ce qu'on pourrait appeler le management participatif, comme le dit Maryse. Oui, mais qui est organisé. L'idée, c'est qu'une grosse organisation, elle ne peut pas déléguer comme ça, donner de l'autonomie aux gens. Il faut les guider. Il faut créer un cadre. Et c'est là où, pour moi, le rôle de leader est important, c'est de donner ce cadre-là dans lequel les gens vont pouvoir mettre en œuvre leurs capacités quelque part. Et ce cadre, c'est quoi? C'est donner une vision claire du cap. Je reprends l'exemple effectivement du phare. Où est-ce qu'on va ensemble? Quel est le projet qu'on cherche à faire ensemble? Et quels sont les principes communs de fonctionnement, c'est-à-dire nos valeurs communes qu'on veut partager? Et après, dans ce cadre-là, de donner de la liberté sur le comment, de donner aussi les moyens à la personne pour pouvoir prendre des décisions dans lesquelles, à un moment donné, chaque être humain est fier. Quand on lui donne de l'autonomie et de la responsabilité, chacun d'entre nous, on est tous fiers de pouvoir réaliser des choses. Donc oui, la participation, la responsabilisation, mais qui nécessite un cadre, oui, ça va participer à ça. Alors, comment on trouve des ressources là-dessus? Et je voudrais vous partager quelque chose que j'ai découvert dans une formation que j'ai faite à la Gestalt thérapie, qui est l'approche, effectivement, on va dire, holistique, qui est basée sur le pentagramme de Ginger, qui est un psychologue, psychothérapeute spécialisé en Gestalt thérapie. Ce que j'aime bien, c'est que c'est simple. Il parle de l'homme dans son intégralité. Je vous ai repris effectivement l'homme de Vitruve. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a deux jambes. Ce que va dire effectivement Ginger dans son pentagramme, c'est qu'il y a une jambe qui est la partie physique, partie de l'homme, et l'autre qui est la partie métaphysique, plus spirituelle, on va dire. Donc on tient sur ces deux jambes, une physique, une spirituelle. Il y a deux bras. Il y a le bras de l'affectif et des émotions, et le bras du social, du lien effectivement avec la société, avec les autres. Et puis il y a la tête, et la tête dans ces deux dimensions. Dans sa dimension effectivement rationnelle, on va dire, mais également dans sa dimension créative. Voilà, nous sommes des êtres complets. Or, c'est vrai que souvent, notre éducation va voir à développer énormément une partie de notre cerveau, le parti rationnel, être logique, et puis le côté social. Il faut être en lien avec des communautés, etc. Et on a un peu délaissé, à vrai dire, trois autres dimensions, qui sont le corps. Qu'est-ce qu'on fait de notre corps? Notre corps nous produit des informations, comment je suis à l'écoute de mon corps, comment mon corps influe, on le sait aujourd'hui, sur le cerveau influe sur le corps, mais c'est dans les deux directions. Comment je définis du sens à ma vie? Est-ce qu'on a appris à trouver un sens dans sa vie? C'est pas si simple que ça, on n'a pas forcément appris à faire ça. Et puis les émotions, qui est un gros sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est qu'on est pris en permanence par des émotions au travail, et on ne sait pas très bien comment gérer ce truc-là, qui nous dépasse souvent, qui nous fait adapter des stratégies et qui fait qu'on consomme énormément d'énergie dans notre vie à essayer effectivement de gérer ces émotions-là qui nous prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que quand on est pris par des émotions ou du stress, il faut savoir que le corps va chercher à s'adapter à une situation qu'il perçoit comme un danger potentiel. Il va délaisser toutes nos capacités cognitives et notre système immunitaire.
Ça veut dire que quoi? Quand je suis pris par une émotion, j'ai beaucoup plus de mal à réfléchir. J'ai beaucoup plus de mal à mémoriser quelque chose. J'ai beaucoup plus de mal à décider. Et je suis plus fragile puisque mon système immunitaire est délaissé. Le corps ne peut pas tout faire. Et donc, quand on regarde notre société qui est anxiogène, si je regarde les journaux, si j'écoute, on s'aperçoit qu'on a créé une société qui envoie des messages qui font peur. Et bien, qu'est-ce que ça fait? Ça va impacter les capacités de chacun d'entre nous et ça va nous rendre plus fragiles du point de vue de notre santé. Donc, c'est très paradoxal, c'est-à-dire qu'on aspire au plus profond de nous en tant qu'être humain, être en sécurité et être en lien avec les autres. Et on a souvent généré une société qui génère effectivement de l'insécurité autour de nous. Une question de Thierry, est-ce que tu as le sentiment que le profil standard des dirigeants, notamment des grandes entreprises, l'organisation est souvent volontairement très verticale dans ces organisations? Est-ce que du coup, ce mode permet le déploiement effectif de cette approche de subsidiarité? Alors, c'est pas simple. Je vais en parler tout à l'heure puisque j'ai fait une expérience effectivement dans un endroit effectivement de la Banque de la Société Générale en m'inspirant et en étant aidé par les gens de Michelin, notamment Bertrand Ballarin, qui était directeur de l'action sociale et qui a mis en place une démarche responsabilisation d'autonomie des usines chez Michelin qui a bien fonctionné. Donc oui, c'est possible. On a l'exemple de Michelin, qui est une des principales innovations managériales des dernières années, qui a montré qu'on pouvait, sur des ouvriers et des cadres, effectivement, les responsabiliser, les autonomiser et gagner en engagement et en performance. Donc, on a un exemple très concret dans une grande organisation où c'est possible. Alors, ce modèle de pentagramme de Ginger, qu'est-ce qu'il dit de façon très concrète? Il dit qu'on a 5 dimensions. Alors, vous voyez que j'ai mis 2 mots parce que ce modèle peut s'appliquer à une personne, un individu, un être humain, mais également à une organisation, parce qu'une organisation, c'est aussi quelque chose de vivant. Quelquefois, on l'a oublié. Donc, il y a la dimension en bas physique, en bas à gauche, qui est le corps, quelque part, avec lequel on est. D'ailleurs, l'être humain arrive quand on est bébé, on est conscient de son corps, de cette dimension physique uniquement. Puis, la deuxième dimension qui arrive, c'est la dimension affective émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est en lien avec notre mère. On s'aperçoit qu'on est un être unique quelque part, séparé, et donc on voit qu'on développe une relation affective et émotionnelle avec notre mère au début. Puis, on commence à raisonner quand on a effectivement notre cerveau vers 6-7 ans, on commence à parler, on commence à pouvoir s'exprimer effectivement, c'est la dimension rationnelle qui va se structurer, se mettre en place. Puis la dimension sociale va être le lien effectivement avec mon entourage, avec la société plus largement. Et puis, il y a la dimension spirituelle qui est le sens effectivement que je donne dans ma vie, qui est la dimension, je le rappelle souvent, c'est que ce qui nous distingue profondément des animaux, c'est que nous sommes en quête de sens. C'est vraiment la principale distinction. Les animaux ne sont pas en quête de sens. Ils ont des émotions, ils ont un corps physique, ils ont des capacités de raisonner, ils ont des liens sociaux, mais ils n'ont pas cette dimension spirituelle, dans le sens de, ils ne sont pas en quête de sens, comme nous, comme les hommes. Donc, vous voyez, ces 5 dimensions, alors c'est intéressant de les voir sous l'angle de notre société. Notre société a développé en France et en Occident souvent la dimension rationnelle et la dimension sociale. Si j'allais plus dans l'Orient, en Inde ou en Chine, ils ont beaucoup plus développé la partie physique et spirituelle. Vous voyez effectivement en Chine, beaucoup de gens qui font des exercices du tai chi, du qigong, qui développent effectivement la partie spirituelle avec le taoïsme, est juste un exemple. Voilà, donc ils ont beaucoup plus investi ces champs-là que nous. Donc effectivement, c'est lié à notre culture. On a développé dans notre culture une approche rationnelle, merci Descartes, et une approche sociale. Voilà. Et c'est ce qu'on apprend à l'école. On ne nous apprend pas à générer la dimension affective des émotions. On nous apprend peu à travailler avec notre corps et en tout cas de développer effectivement cette capacité-là. En entreprise, c'est pareil. Je vais faire le parallèle. La partie physique, ça serait la partie matérielle des moyens que j'ai. La partie affective serait plus la partie relationnelle quelque part. La partie rationnelle, ça va être plus les processus que je mets en place, les produits que je crée. Et puis la partie sociale, c'est la partie plus, on va dire, culturelle, organisation.
Et puis la partie spirituelle et plus la partie du sens. Là aussi, si on regarde, en tout cas quand je regarde mon entreprise et un certain nombre d'entreprises en France, on a beaucoup développé le haut et le côté effectivement organisationnel, qui sont les deux dimensions. Voilà, si j'applique effectivement un modèle organisationnel, on va voir qu'on a beaucoup développé la partie intellectuelle, la partie organisation sociale, c'est-à-dire l'organigramme, la hiérarchie, les rôles, l'intellect, donc la partie process, la partie outils, la partie produits-services. Et ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas ce que je peux observer dans les organisations, c'est que voilà, il y a un besoin aujourd'hui de sens qui est exprimé effectivement un peu partout dans les enquêtes d'opinion, mais également dans les différents baromètres. Il y a une question effectivement de reconnaissance des collaborateurs, c'est peut-être le défi aujourd'hui numéro 1, c'est travailler la reconnaissance des collaborateurs. Et puis on a des moyens, effectivement, on s'aperçoit qu'on doit faire avec moins de moyens, on demande effectivement des gains d'efficacité, on réduit les ressources, on digitalise effectivement énormément, donc les moyens sont aussi limités, et en tout cas de plus en plus. Donc, qu'est-ce qui se passe là aussi? C'est pareil, hein, c'est une similitude entre notre culture et comment ça s'est traduit dans les organisations. Et finalement, la question pourquoi j'ai mis ce modèle, c'est de se dire, finalement, toutes ces parties font partie de nous. Et si je m'appuie que sur 2 dimensions, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous aviez un tabouret avec uniquement 2 trépieds. Et donc, à un moment donné, ça crée ce qu'on appelle du déséquilibre. Alors, je ne l'ai pas dit, et c'est extrêmement important, c'est que toutes ces dimensions sont reliées les unes aux autres, sont interdépendantes. Ça veut dire quoi? C'est que si les choses ne sont pas alignées les unes aux autres dans ces dimensions-là, qu'est-ce que ça va? Ça va créer de déséquilibre, ça va créer une forme de non-cohérence, peut-être de manque de sens dans ce que je fais. Donc, c'est valable à titre individuel d'une organisation. Donc, le challenge d'une organisation aujourd'hui, c'est de faire du lien entre la raison d'être. Toutes les entreprises, avec la loi PAC, ont défini une raison d'être. Donc, la raison d'être, c'est pourquoi nous existons finalement en tant qu'entreprise. On a des organisations, un organigramme des rôles qui sont distribués, on a des process et des outils, il y a des moyens, il y a un style de management, il y a des collaborateurs. La question, c'est comment tout ça est relié. Et on peut imaginer, quand il y a un déséquilibre, l'humain et l'organisation vont avoir tendance de surinvestir une des dimensions intellectuelles ou l'organisation sociale, par exemple. C'est ça? Exactement. Et aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, comme on a du mal à relier effectivement le matériel, le sens, l'organisation, qu'est-ce qui se passe? Ça a un impact effectivement sur le relationnel et la reconnaissance des collaborateurs qui ont du mal effectivement à évoluer dans leur monde de travail, à pouvoir bien faire leur travail au sens de en ligne avec leurs valeurs quelque part, et avoir les moyens de bien faire leur travail. Donc ça va impacter la dimension relationnelle, et en impactant la dimension relationnelle, on va impacter finalement ce qu'on délivre, le déroulement de nos processus, les produits et les services. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour l'organisation, c'est effectivement de mettre en cohérence effectivement la raison d'être. Il s'agit de l'incarner. Il ne s'agit pas d'avoir des beaux mots. C'est vrai qu'on a une société selon du marketing, de la communication, on a tendance à dire des mots. La question, c'est comment je traduis ces beaux mots dans la réalité. Il ne s'agit pas de dire des beaux mots, mais comment je l'incarne. Des mots, des jolis mots. Voilà, des jolis mots. Quand je dis des beaux mots, c'est des jolis mots. Comment on les incarne? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je dis que ma raison d'être, ma vision ou les valeurs qu'on veut vivre, c'est ça, c'est comment concrètement au quotidien, ça se traduit pour un collaborateur. Comment dans mon organisation, la façon dont je distribue les rôles et les responsabilités, ça se traduit également. Parce que c'est un peu le fait qu'on est dans une éducation et un mode de pensée très analytique nous fait séparer les choses. Descartes nous a dit, si vous voulez résoudre des problèmes, ayez une pensée analytique, séparez les choses les unes des autres. Et en réglant les bouts du système, vous allez régler les problèmes du système. Or, c'est faux. Pourquoi? Parce que tous ces bouts sont interreliés. Et c'est comme ça que j'ai commencé effectivement la conférence sur nous sommes tous reliés effectivement aux autres et au monde. Et c'est dans ces relations effectivement que la performance est. Et donc, comment je relie ma raison d'être, mes valeurs avec l'organisation que j'ai mis en place, mes rôles, comment les process effectivement aussi sont reliés
aux valeurs que je dis être importantes, parce que si mes process envoient un message qui est différent, ben, l'être humain est très intelligent. Il est à la recherche de congruence. La congruence, c'est quoi? Ben, c'est que les choses, effectivement, sont reliées les unes aux autres et que l'ensemble fait du sens. Hugues, est-ce qu'il n'y aurait pas, sur une remarque de Thierry, une dimension qui aurait été omise ou peut-être inclue dans le pentagramme, à savoir la dimension culturelle, notamment pour les entreprises qui ont des dimensions, une dimension internationale avec les différences culturelles, etc. Alors, culturel, pour moi, est dans la dimension du sens. Hein. Et puis, la culture, ça doit se traduire aussi dans les process, dans l'organisation, etc. Donc, et également dans la façon dont on traite les collaborateurs. Donc, il y a la culture managériale. Donc, pour moi, la culture, elle est très présente dans le pentagramme et elle est essentielle aujourd'hui. Et je pense que le sujet aussi des organisations, c'est effectivement, c'est la culture, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, c'est quelque chose qui est toujours là. Vous l'avez dans une famille, vous l'avez dans un groupe d'amis, vous l'avez dans une organisation. La question, on n'est pas toujours conscient. Donc, la culture, elle peut être implicite ou explicite. La question, elle sera toujours la culture. La question, c'est est-ce que j'agis sur la culture? Est-ce que j'en fais un levier de performance, un levier pour ma stratégie? Et c'est un levier extrêmement puissant si je travaille la culture. C'est-à-dire, pour moi, la culture, c'est donner un sens. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble? C'est quoi la raison d'être et la vision? Quelles sont les valeurs et les principes de fonctionnement qu'on veut partager ensemble? Et puis après, c'est de donner de la responsabilité à l'intérieur de cette culture pour que les gens puissent, compte tenu de, ils ont compris ce qu'on voulait faire, ils ont compris le sens, ils ont compris les valeurs, effectivement, les principes de fonctionnement entre nous, bah, qu'ils puissent effectivement mettre en œuvre leurs capacités et s'épanouir dans l'organisation, en tout cas, y trouver effectivement du lien. Alors, je vais vous inviter, en fait, de mon expérience, finalement, cet environnement d'incertitude chaotique, le fait de prendre conscience que nous ne sommes pas qu'un cerveau gauche, que nous sommes beaucoup plus que ça, que nous avons ces différentes dimensions sur lesquelles on peut s'appuyer qui sont interdépendantes, c'est vraiment d'aller vers un mouvement d'intériorité. C'est-à-dire que je pense que plus le monde est incertain, plus il est chaotique, plus c'est une invitation à retrouver son intériorité. C'est aller travailler ces différentes dimensions qui sont cette dimension physique de notre corps au sens large, de nos émotions au sens large, de notre capacité effectivement à penser, notre capacité à nous relier aux autres et notre capacité à trouver du sens, la dimension spirituelle. Alors, moi, ce que j'ai observé, et c'est mon expérience, que finalement, c'est une invitation à 3 mouvements, mais qui sont un peu, quelque part, à contre-courant. Le premier, c'est cultiver l'intériorité et la quête de sens, plutôt que d'aller chercher des solutions à l'extérieur de soi. C'est-à-dire que si je prends mes points d'appui jusqu'à maintenant, je cherche mes points d'appui à l'extérieur de moi, effectivement, comme les repères sont en train de bouger, voire sont en train de disparaître, ben, je vais être déséquilibré en permanence. Donc l'idée, c'est d'aller recultiver à l'intérieur de soi ses points d'appui, ses ressources, ses forces. C'est ce qu'on fait en coaching, notamment. Et le sens. Le deuxième, c'est de ralentir et de penser son action. On est dans un monde qui va très, très, très vite, qui s'accélère. On est dans un agir en permanence. D'ailleurs, il y a un biais à l'action dans nos sociétés, c'est intéressant. Même si l'action produit des effets négatifs, on va avoir un biais, c'est-à-dire qu'on va avoir un feedback plus positif à celui qui agit que celui qui n'agit pas. Même si parfois, il vaut mieux ne pas agir qu'agir. Donc, on est dans une société, effectivement, qui nous pousse à l'action, c'est-à-dire que si je ne bouge pas, si je ne fais rien, qu'est-ce qu'on va dire de moi? C'est ça la question. Et donc, quelque part, on a favorisé l'action, l'agir par rapport à la réflexion et à la pensée. Donc, l'idée, ce n'est pas de déconnecter, mais c'est de se dire, voilà, penser son action, c'est important. Prendre ce temps-là. Et notamment pour les managers et les dirigeants, c'est-à-dire que si, en tant que manager dirigeant, je ne prends pas, moi, le temps de ralentir et que je suis dans l'agitation comme mes collaborateurs, qui va prendre ce temps-là? Et le troisième, qui est aussi contre-intuitif, c'est d'avoir une approche globale et intégrative versus une approche dissociée où on simplifie les choses, où on sépare les choses. Encore une fois, je ne sais plus qui a dit, mais le tout est supérieur à la somme de ses parties. C'est vrai. Pourquoi? Parce que tout est relié. Descartes a ultra simplifié. Il a pensé qu'on pouvait gérer les parties d'un tout sans prendre en compte les relations.
des parties les unes avec les autres. Et on voit bien à titre individuel combien notre cerveau a un impact sur notre corps, comment notre corps est relié à nos émotions. Quand vous avez des émotions, vous avez des sensations physiques présentes dans votre corps s'accélère, vous avez le ventre noué, donc vous voyez bien qu'il y a on a bien des sensations physiques qui sont reliées à nos émotions. Notre émotion va générer au niveau de notre mental effectivement de la peur, où on va avoir de l'inquiétude, on va avoir du mal à raisonner. Donc on voit bien que, et ça va affecter aussi, à un moment donné, la question aujourd'hui du sens de ma vie, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je fais dans ma vie, comment je vais impacter mon monde, qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Donc tout ça est complètement relié. Donc c'est illusoire de vouloir les séparer et ne pas les associer. Alors 3 exemples que je vais prendre pour illustrer qui viennent de livres. Martha Nussbaum, Les émotions démocratiques, dit finalement, on a créé une éducation finalement tournée vers la croissance économique, vers la technicité, vers le progrès technique. Mais finalement, en faisant ça, on a amené à une conception appauvrie des moyens qui permettent d'atteindre leur but. Qu'est-ce qu'elle veut dire là-dessus? Elle dit que finalement, notre éducation a évolué aussi sans qu'on s'en rende compte. Notre éducation au départ, il y a plusieurs dizaines d'années, c'était faire un bon citoyen quelque part, ou une personne qui pouvait être effectivement être bien dans le monde, une personne, on va dire, vertueuse dans le monde. On est passé à faire je simplifie, des techniciens au service de l'économie. Voilà. Et donc ça, elle veut dire quoi aussi là? C'est que la façon dont on est éduqué nous éduque d'une certaine façon pour un certain but, mais du coup, dans le monde complexe dans lequel on est finalement, on n'a plus les moyens, on ne trouve plus les moyens d'y faire face. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver des nouvelles perspectives quelque part. Et donc l'invitation, moi, que j'ai pour vous ce matin, c'est de se dire, continuez à apprendre, continuez à vous éduquer. Moi, j'ai investi la philosophie, j'étais nul en philosophie à l'école, je ne comprenais rien. J'ai réinvesti la philosophie avec grand plaisir depuis quelques années. Intéressez-vous aux sciences humaines, intéressez-vous à la psychologie, etc. Intéressez-vous à ce qu'ont dit nos anciens, effectivement. Il y a des textes extrêmement importants. On peut relire Blaise Pascal ou des petits textes qui sont accessibles. Ça va nous redonner des perspectives différentes et donc des nouveaux moyens de faire face à des situations. Donc, plutôt de regarder la situation d'une certaine façon avec mon prisme, avec mes lunettes qui sont liées à mon éducation, je vais pouvoir avoir d'autres lunettes quelque part pour voir le monde. Puisque notre réalité, c'est notre confrontation au monde qui nous fait voir les choses d'une certaine façon, mais on voit tous une réalité différente quelque part. Donc, trouver d'autres prismes quelque part pour voir les choses différemment, c'est une façon de faire. Quel philosophe abordé? Tu faisais allusion effectivement à la philosophie, notamment Frédéric pose la question de savoir quel philosophe tu as en tête. Il y en a plein hein, de philosophes, mais vous pouvez aller, il y a des Aristote, Martha Nussbaum est un philosophe, il y a des philosophes plus contemporains, mais qui sont quelquefois plus compliqués à comprendre, mais vous pouvez aller voir aussi du côté de Spinoza, d'Épicure. Et puis après, il y a aussi des textes historiques hein, qui sont aussi intéressants. Donc, par exemple, quand on a mis en place la démarche responsabilité-responsabilisation et que j'ai mené un projet là-dessus auprès d'une douzaine d'équipes, la première chose qu'on a fait avec les managers et son équipe, on a dit, c'est quoi la responsabilité pour vous? Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où on utilise des mots en permanence sans définir ce que veulent dire les mots. Donc, dans les entreprises, souvent, on parle de responsabilité, on parle de confiance, on parle d'engagement. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Ou de sens? Donc, la responsabilité, on commence en disant, mais c'est quoi la responsabilité pour vous en entreprise? Et quand on a travaillé avec les managers, on a dit, OK, voulez-vous vous engager dans une démarche de responsabilisation? On va vous demander de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que ça veut dire pour vous, de réfléchir aussi aux conséquences, effectivement, de responsabiliser une équipe, ça a des conséquences sur vous, avant de se lancer dans une démarche. Donc, c'est vraiment penser son action. Ce n'est pas penser pour penser, mais c'est penser pour mieux agir. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important de retrouver une capacité à penser les choses, à s'interroger, à se questionner, notamment pour… Sinon, on va rester en superficialité, sinon, on va rester dans des ambiguïtés. Et ça crée de la confusion après. Une autre, effectivement, lecture intéressante, c'est Edgar Morin, qui a beaucoup travaillé sur la complexité, qui disait « Les esprits obéissent inconsciemment à un principe de connaissance qui réduit le complexe au simple, le tout à ses composants et disjoint ce qui est inséparable et relié par interaction. » Donc là, c'est vraiment l'idée, effectivement, de la pensée systémique, c'est-à-dire nous sommes dans un système, nous sommes dans un grand tout. Et je ne peux pas m'isoler de ce grand tout.
je ne suis pas extérieur à ce grand tout. Je fais partie du système. Donc, prendre conscience, on pose souvent la question en systémie. Quand quelqu'un a une difficulté, on va lui poser la question, on va essayer de voir qui fait quoi à qui dans le système, en quoi est-ce un problème, pour qui est-ce un problème. Donc, on va regarder dans les relations, finalement, parce que souvent, on psychologise les choses. On va dire, mais c'est monsieur machin qui ne va pas bien. C'est la faute de monsieur machin. Or, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est cette personne, dans cet environnement-là, qui est confrontée à une difficulté. Et cet environnement, effectivement, va générer beaucoup de dilemmes. Aujourd'hui, dans un monde où il y a beaucoup de paradoxes. Le paradoxe de mon rôle versus que me donne l'entreprise versus mon authenticité. Est-ce que la mise en œuvre de mon rôle doit se faire au détriment de mon authenticité? Un autre paradoxe qu'il peut y avoir, c'est le surengagement versus prendre soin de moi. Dilemme. Et quelquefois, on n'est pas forcément conscient des dilemmes qui nous agitent. Et quand vous avez un dilemme, c'est qu'il y a une tension, souvent entre des valeurs ou des valeurs et des règles qui vont s'opposer. On peut être conscient, mais pour autant, on ne fait pas l'effort de faire autrement, voilà. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Voilà. Et donc, s'arrêter sur un dilemme et de se dire, OK, posons-nous sur ce dilemme. C'est quoi ce dilemme concrètement? De regarder le contexte, le système dans lequel je suis, quelles sont les parties prenantes, quels sont les impacts, qu'est-ce qui joue, quelles sont les valeurs en jeu, qu'est-ce qui s'oppose, problématiser le problème, le dilemme, c'est déjà le régler à moitié. Puis après, commencer à discerner à partir de ça. De nouveau, ralentir, réfléchir un peu pour traiter, sinon, on peut passer des mois et des mois sans gérer des dilemmes, sans avoir, en ayant en tout cas du mal à gérer les dilemmes. Une autre dimension, et là j'ai invoqué Boris Cyrulnik que j'aime beaucoup, qui dit quelque chose effectivement de très vrai et qu'on sait intuitivement. Nous sommes programmés pour vivre, mais pas programmés pour donner sens à la vie. C'est-à-dire que nous sommes programmés pour vivre biologiquement, c'est nécessaire, c'est loin d'être suffisant. Donc, vivre biologiquement, ça veut dire quoi? Être en sécurité, se reproduire. C'est quelque chose de très animal, on va dire d'une certaine façon. Mais pour donner sens à sa vie, il faut que nous ayons un projet, des rêves à réaliser. À ce moment-là, nous pouvons attribuer un sens à la vie qui métamorphose la manière dont nous éprouvons la vie. Les jeunes et les gens qui n'ont pas de sens à leur vie ont une vie sans sens, ils vivent dans l'instant, ils n'ont que la vie biologique. Alors que les gens qui donnent sens à la vie, ils se débattent, ils ont des espoirs, des désespoirs, et voilà, la vie a un prix sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tension, c'est ça que veut dire Boris Cyrulnik, c'est qu'à un moment donné, entre cette vie biologique et cette vie de sens, il y a des tensions. On va ressentir ces tensions. Mais quand vous êtes dans une dynamique de sens, vous allez sentir que énergétiquement, c'est quelque chose qui vient de votre intérieur. Et moi, je fais souvent la différence, j'explique ça effectivement en coaching, c'est qu'il y a deux mouvements. Vous pouvez sentir quand l'énergie, c'est quelque chose qui vous pousse, qui est à l'extérieur de vous, qui vous amène à faire des choses, ou si l'énergie vient de l'intérieur de vous. Et donc, c'est une invitation effectivement à trouver du sens. Le sens, pour moi, dans l'entreprise, effectivement, c'est extrêmement important aujourd'hui, c'est donner du sens, redonner du sens en permanence. Et je pense que le rôle des managers, des directeurs, des leaders, c'est effectivement de redonner du sens, redonner un cap pour que les gens puissent travailler. Donc, l'invitation, effectivement, que j'ai vous pour ce matin, c'est comment s'appuyer sur toutes nos ressources, quelque part, qu'on a en nous. Prendre soin de son corps, être à son écoute, c'est savoir aussi quand est-ce que vous êtes fatigué. Je vois beaucoup de gens qui, et malheureusement, qui font des burn-out et qui me disent mais je pensais tenir. Je n'ai pas vu venir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on s'est coupé juste de son ressenti corporel. Donc, réapprendre à ressentir les choses, c'est aussi simple que je bois mon café, juste de ressentir effectivement que je bois quelque chose qui est chaud, qui a peut-être une saveur, qui va couler dans mon corps, ressentir que nous avons un corps. C'est aussi travailler la partie énergétique du Qigong, du Tai Chi. Vous pouvez faire plein de choses aujourd'hui, il y a plein d'options, c'est génial. Vous pouvez faire des massages énergétiques, vous pouvez faire de l'acupuncture, etc. Bien sûr, de l'activité physique. Le sommeil est extrêmement important, la nourriture est extrêmement importante. Regardez qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas aussi. Donc, être à l'écoute de son corps, c'est-à-dire quand je mange quelque chose, qu'est-ce que ça produit chez moi. Donc, développer ça, pour moi, c'est une dimension extrêmement importante. Les émotions, extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on est pris en permanence par des émotions et on a du mal à les réguler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va provoquer des réactions qui ne vont pas être ajustées à la situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai une peur dans une situation et ça m'envahit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai peur
dans cette situation. Quelquefois, ça peut être le regard de quelqu'un qui va tout d'un coup me provoquer une peur ou à un moment donné, voilà. Donc, on est tous agis par des peurs. Il ne s'agit pas de culpabiliser parce qu'elles s'imposent à nous. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à réguler ces difficultés émotionnelles. Ça veut dire quoi? Retrouver une réaction ajustée à la situation. Pourquoi? Parce qu'on est tous, quelque part, compte tenu de notre expérience de vie, dysrégulés d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a tous des réactions qui ne sont pas ajustées, des réactions émotionnelles qui ne sont pas ajustées. Donc, la régulation émotionnelle, c'est pour ça que j'ai créé Agir sans peur, l'entreprise, avec un collectif qui propose aux entreprises d'apprendre aux collaborateurs à identifier leurs émotions et à pouvoir les réguler en autonomie, c'est-à-dire pouvoir changer mes réactions effectivement dans les situations plutôt que d'être pris par l'émotion pour la réguler. On a beaucoup parlé de la pensée et de comment enrichir son éducation pour une pensée plus libre, plus riche, plus inclusive, plus créative. Ne pas oublier la créativité qu'on a aussi perdue dans notre éducation. Nous sommes tous très créatifs, nous l'avons juste perdue. C'est important de se dire que c'est une ressource qu'on a tous en nous. Se relier à des communautés de sens, donc attention effectivement, c'est peut-être le conseil que je dis, c'est super le lien social, mais attention à trouver du sens dans qu'est-ce qui me réunit à cette communauté. Est-ce que une question de Philippe, alors vous avez beaucoup de questions et je vous en remercie. Je vais faire au maximum de les traiter toutes et vous remarquez que Hugues traite en fait vos questions alors qu'il n'a pas forcément connaissance de vos questions. En tout cas, merci pour votre réactivité. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, les entreprises se penchent de plus en plus sur le concept d'inclusivité. Est-ce que cela fait-il aussi partie à donner du sens? Une question de Philippe. Oui, alors on parle beaucoup des mots. Il faut définir ce que c'est que l'inclusivité. On pourrait passer des heures là-dessus. Diversité, inclusion, c'est des mots qui sont, on va dire, qui font partie de notre société aujourd'hui. Il faut définir de quoi on parle. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est une évidence, effectivement, que l'inclusion est une façon, dans un monde compliqué, d'être curieux dans ce que pense l'autre. Si on part du principe qu'on voit tous des choses différentes de la réalité, qu'on prend conscience de ça dans un monde complexe, c'est-à-dire que la carte n'est pas notre territoire, c'est comme si nous avions tous une carte d'un territoire, on est tous persuadés que notre carte est le reflet exactement du territoire, sauf que c'est faux. Notre carte est une vision très, très approximative du territoire. Si je prends conscience qu'on a tous des cartes différentes, ben je commence à m'intéresser à ce que pense l'autre, à ce que croit l'autre. Pour dire, ah ben toi tu vois ça, ah ben moi je vois ça, ah ben c'est intéressant, ben regardons ensemble, qu'est-ce qu'on voit? Et petit à petit, ensemble, on va pouvoir construire une meilleure vision quelque part de la réalité et on va pouvoir mieux agir finalement sur la réalité qu'on a. Donc oui, pour moi, l'inclusion, c'est important, mais l'inclusion, elle est compliquée. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait face à nous-mêmes. Pourquoi c'est difficile d'inclure les autres? C'est que déjà, personnellement, on a du mal avec des parties de nous. On a tous des parties de nous qu'on n'aime pas. Je ne peux pas être dans l'inclusion si déjà, je ne m'inclus pas moi-même d'une certaine façon. Tant que je n'ai pas accepté les différentes parties de moi qui me composent avec les parties qu'on n'aime pas, vous savez, certains disent, quand je n'aime pas quelque chose chez quelqu'un, c'est une partie de moi, en fait, que je n'aime pas. Donc, comment j'accepte effectivement mes différentes dimensions pour pouvoir effectivement être en conscience de ça et pouvoir m'ouvrir aux autres. Le mouvement d'intériorité, ce n'est pas un mouvement égoïste, égocentrique. C'est un mouvement de se recentrer sur ses ressources pour s'ouvrir au monde. Je ne peux pas m'ouvrir au monde si, pour moi, je n'ai pas fait ce travail d'intériorisation, de savoir qui je suis, ce que je pense, ce que je crois, et pour me relier au monde. Alors, je regarde le temps passe vite et qu'il y a un exercice à vous faire, qu'on avait dit effectivement avec Isabelle. Donc, vous verrez effectivement dans le slide, là, ce qui me revient finalement, je reviens dans le domaine des organisations, ce qui me paraît très important, c'est de réinvestir le relationnel, la qualité du lien à l'autre, et trouver du temps et de l'espace pour ça. De penser avoir des fondations solides, c'est-à-dire plus ça s'agite à l'extérieur, plus c'est chaotique, plus il faut des fondations solides qui sont notre raison d'être, une raison d'être incarnée, du sens, pour guider les énergies, effectivement, des collaborateurs. En tant que leader, c'est le plus possible développer des environnements capacitants, c'est-à-dire créer des conditions dans lesquelles les gens vont pouvoir exercer leurs responsabilités, leur donner de l'autonomie au sens anglais de empowerment accountability. En français, on n'a qu'un terme, mais empowerment, c'est j'ai une capacité d'action avec des moyens et je rends compte en même temps. Les deux ne sont pas, on ne peut pas les dissocier quelque part. Et c'est ce qui est le plus compliqué pour l'être humain, c'est de devoir rendre compte devant un autre de ses actes.
C'est pour ça que la responsabilisation est extrêmement compliquée. Cette dimension de rendre compte de ses actes en face de quelqu'un est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut y aller prudemment dans la responsabilisation. Ce n'est pas un exercice simple et c'est important que le manager le fasse avec son équipe. Et c'est comme ça que moi, j'avais fait mon expérimentation. Prendre des temps d'arrêt au stand, j'aime bien ça. Les sportifs le savent très bien le faire. Nous, c'est comme si on était en compétition tout le temps. Donc, comment je me prépare à une réunion? Comment je me prépare à un projet? Comment je clarifie mes idées, mes actions? Comment je fais des rétrospectives pour apprendre à m'ajuster? Comment j'ai des temps de réflexivité quelque part? Comment j'ai des temps de miroir par moment, dire ben, voilà ce que j'ai fait. Ah, ok. Et apprendre à se connaître, c'est quelque chose effectivement où l'on court dans ces différentes dimensions. Voilà, qui je pense être, qui j'ai peur d'être, qui je suis réellement. Voilà, quelles sont les croyances qui m'habitent aujourd'hui, comment je peux les faire évoluer. Et c'est ce qu'on fait en coaching. Quand on fait du coaching, on va s'attacher effectivement au mode de représentation de la personne dans son contexte. Et souvent, en changeant de représentation, tout d'un coup, la difficulté que j'ai va aussi évoluer favorablement et je vais retrouver de la fluidité. Alors, je voulais vous proposer un petit exercice qui montre effectivement qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de techniques qui permettent effectivement de retrouver de la sécurité, de l'engagement. Et on va faire un petit exercice. Alors, il y en a d'autres que je conseille souvent. La cohérence cardiaque, je vous le conseille vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, qui est utilisé par tous les grands sportifs, qui a un mode de respiration qui permet effectivement de diminuer très rapidement le stress. Donc, vous avez une application qui s'appelle Respirelax Plus, où vous trouverez un outil sur Internet qui vous expliquera comment respirer avec la cohérence cardiaque. Mais là, je vais faire un petit exercice qui va stimuler ce qu'on appelle le nerf vagal, notamment le nerf vagal ventral, qui est le nerf, quand il est activé, qui nous donne ce sentiment de sécurité, d'être engagé dans le monde, de sentir un état de sérénité quelque part. Donc, c'est un exercice qu'on va faire, que je vous propose de faire assis et qu'on va faire ensemble. Donc, je vous propose d'être bien assis, de regarder déjà. Alors, allons-y. Voilà. Assis, je vais vous demander d'abord de tester effectivement la mobilité de votre cou à droite et à gauche, sans forcer vraiment, mais regardez jusqu'où vous allez à droite, jusqu'où vous allez à gauche, et regardez si vous avez des tensions. Voilà. Regardez comment vous êtes plus globalement, comment est votre respiration là à ce moment-là. D'accord? Tension, résistance, respiration. Et maintenant, on va faire un exercice ensemble. Donc, je vais vous demander pour cela, comme sur la photo, de prendre vos deux mains croisées, de les mettre derrière votre tête en mettant vos 2 pouces. Voilà, vous avez 2 petits trous en bas. L'objectif, c'est laisser votre tête reposer bien dans ses mains. L'objectif, c'est que la tête ne bouge pas pendant l'exercice. Donc, maintenant que vous êtes bien comme ça, donc la tête ne va pas bouger. Vous allez voir qu'il n'y a que les yeux qui vont bouger. Donc là, je vais vous demander de regarder la tête ne bougeant pas, le plus à droite possible avec vos yeux, sans bouger la tête, jusqu'à ce que vous ayez un bâillement, une déglutition ou un soupir. Donc, prenez le temps, respirant tranquillement. Ça peut prendre quelques dizaines de secondes. Et dès que vous avez un soupir, une déglutation ou un bâillement, vous revenez les yeux au milieu. Donc, prenez le temps. Effectivement, ça y est. Tu l'as? Je l'ai. Mais on va laisser quelques dizaines de secondes pour que tout le monde puisse sentir tranquillement. Vous ne mettez pas de pression. Voilà, la tête est bien droite. Il n'y a que les yeux qui sont le plus à droite possible. Et une fois que vous avez eu ce message de bâillement, de déglutition ou de soupir, vous revenez au centre et vous le faites de l'autre côté. Cette fois-ci, vous allez regarder le plus à gauche possible jusqu'à de nouveau, vous ayez le signal d'un bâillement, d'un soupir ou d'une déglutition. Une fois que vous avez ce signal, vous revenez, vous pouvez remettre vos mains tranquillement. Voilà, prenez le temps. On va laisser encore quelques dizaines de secondes pour ceux qui... Donc, c'est un exercice que vous pouvez reproduire chez vous. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Vous pouvez le faire le matin, le soir avant de vous coucher ou avant une réunion stressante. Maryse nous dit, est-ce que quand il n'y a pas de signal, est-ce normal? Alors, quand on n'a pas de signaux de bâillement. Alors, on est allé un peu... Peut-être que ça peut prendre 1 minute, donc là, je suis désolé pour les... On va un peu vite, donc je vous invite vraiment à le réessayer effectivement. Et là, je vais vous demander de retester la mobilité de votre cou. Donc, de regarder votre cou maintenant.
regardez ceux qui avaient des tensions. Comment est votre cou maintenant? Jusqu'où vous allez? Regardez si la mobilité a été modifiée. Et regardez s'il y avait des tensions, comment c'est maintenant. Dans cet exercice, ce qui est important, c'est aussi de prendre conscience, sans jugement d'ailleurs, de qu'est-ce qui se passe en nous, voilà. Et de ne pas faire l'exercice pour faire l'exercice, et d'avoir cette conscience au fond de nous, de ce qui se passe. Alors, souvent, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais la mobilité du cou s'améliore. Vous allez plus loin. Alors, quelquefois, ça peut être que d'un côté, quelquefois des deux côtés. Souvent, quand je le fais, c'est que les gens me disent, tiens, j'avais une tension, j'ai plus de tension. Donc, en fait, ce système agit sur ce qu'on appelle le nerf vagal ventral, qui est un nerf qui irrigue effectivement tout le haut du corps et qui est en lien avec tous les nerfs qui irriguent le visage, le cou, etc. Donc, qu'est-ce que fait? C'est parti d'un exercice, il y en a d'autres qui sont dans le livre de Stanley Rosenberg, Stimuler le nerf vague, qui permettent effectivement, vous voyez, par une action sur notre physiologie, de se sentir moins stressé, plus en sécurité, plus engagé dans le monde, notamment quand je m'aperçois que je suis déconnecté. C'est un exercice qui peut être bien pour vous reconnecter. Cette prise de conscience, comme tu dis Isabelle, et puis également en agissant sur la physiologie, je peux impacter aussi ma façon dont je pense les choses, je vois les choses. Pareil, la cohérence cardiaque, c'est par une respiration qu'on va pouvoir resynchroniser effectivement nos différentes dimensions et rapporter effectivement une forme de plénitude à l'intérieur de soi. Donc, les participants confirment, un certain nombre d'entre eux, comme quoi ils ont gagné en mobilité et qu'ils ont beaucoup plus d'amplitude et qu'ils se sentent mieux. Merci à vous. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Il n'y a pas d'effet secondaire, mais faites-le assis parce que vous avez peut-être vu que ça peut entraîner une baisse de tension. Vous pouvez avoir debout la tête qui peut tourner un peu, c'est normal. Voilà, et pour terminer, je voulais terminer par deux personnes effectivement que j'apprécie. Victor Frankl, qui est neurologue psychiatre, qui a créé la logothérapie, qui est la thérapie par le sens. Il faut savoir que Victor Frankl a soigné les gens par le sens. Il s'est aperçu que souvent le déficit, le manque de sens, crée aussi un certain nombre de maladies psychosomatiques, de détresse, de dépression, etc. Et il disait l'impossibilité de changer une situation nous met au défi de nous changer nous-mêmes. C'est vraiment ça, c'est développer notre intériorité, effectivement, notre représentation du monde, notre façon de faire, en lâchant prise quelque part sur nos habitudes, que nous allons pouvoir trouver effectivement, ancrer effectivement de nouvelles façons de faire. Et puis le dernier de Chogyam Trungpa, qui est un maître bouddhiste, qui dit nous ne pouvons pas changer le monde lui aussi tel qu'il est, mais en nous ouvrant au monde tel qu'il est, en acceptant les choses telles qu'elles sont, nous pouvons découvrir que la gentillesse, la décence et la bravoure sont disponibles non seulement pour nous, mais pour tous les êtres humains. Donc, je trouve que c'est un beau message, effectivement, sur l'humanité. Je pense que cette période nous invite à réinvestir notre humanité, à réinvestir la place de l'humain dans nos organisations et à aller, effectivement, développer notre intériorité pour mieux s'ouvrir au monde, mieux s'ouvrir aux autres et pouvoir, effectivement, s'épanouir, puisque c'est, encore une fois, nous sommes venus au monde, certes, pour se trouver en sécurité, mais surtout aussi pour être en lien avec les autres. Voilà. Merci Hugues pour ces partages et solutions très pragmatiques qui nous permettent de nous réconcilier avec nous-mêmes pour une performance respectueuse à notre humanité. Sur ces belles paroles, nous vous souhaitons à tous une très belle journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci à tous.